des ressources de calcul et de stockage du GENSI. Donc, il est directeur technique innovation et le GENSI, pour les lettres correspondent à Grand Équipement National de Calcul Intensif. Donc, Stéphane, je te passe la parole. Merci beaucoup d'avoir patienté aussi longtemps et désolé pour le retard. Non, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux, à tous les organisateurs pour cette invitation. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver. Alors, je vais parler de quelque chose de complètement différent en fait. On va parler de moyens de calcul. Et donc, je vais vous présenter un petit peu GENSI et comment cette infrastructure nationale aimerait se mettre à disposition de la communauté du sport français pour de la modélisation et de l'IA. Donc, en fait, nous, historiquement, en fait, notre background, notre terrain de jeu, c'est le monde de la simulation numérique et du data analytics. Ça a démarré dans le monde de la recherche, donc bon, historiquement le monde de la recherche sur le climat, dans le domaine de l'astrophysique et de la cosmologie, dans le domaine de l'énergie, de la chimie des matériaux, mais plus récemment, et des choses qui vous touchent un peu plus, dans les sciences du vivant et les sciences humaines et sociales. Pourquoi? Parce que dans ces domaines-là, en fait, les données sont tellement importantes que maintenant, on a besoin d'avoir des supercalculateurs et des gros systèmes de stockage pour pouvoir les analyser, les corréler, les coupler, pourquoi pas, entre SHS et on va dire les sciences dures, sans être péjoratif. Et donc, c'est les tendances qu'on a vu arriver par les centres de calcul régionaux et qui sont en train de monter au niveau national parce que maintenant, les volumes de données sont assez importants. Nos moyens de calcul sont aussi ouverts pour l'industrie, je reviendrai après, pour les startups, les PME, les grands groupes. Et donc là aussi, historiquement, les grands utilisateurs se trouvaient dans le domaine de l'automobile, de l'aéronautique. Et de plus en plus, on voit arriver aussi maintenant le domaine de la pharma, la médecine personnalisée, le concept de jumeaux numériques pour l'humain. Et tous ces domaines sont vraiment aussi en train de faire appel de plus en plus maintenant à ces moyens de calcul. Et enfin, le dernier point sur lequel on se positionne et qui n'est pas forcément le thème d'aujourd'hui, c'est l'aide à la décision, donc comment ces machines peuvent aider les pouvoirs publics ou des industriels à prendre des bonnes décisions en temps réel. Donc en fait, nous, GENSI, rapidement pour se présenter, on est en fait une très grande infrastructure de recherche qui dépend du ministère de la Recherche, du CEA, du CNRS, des 74 universités et d'INRIA. Et donc notre rôle, il est simple, c'est de mettre à disposition des chercheurs français, qu'ils soient académiques ou industriels, des moyens de calcul performants pour de la simulation, du stockage et maintenant de l'IA. Et donc, ces moyens de calcul, en fait, si vous venez à l'agence, vous verrez, on a 300 mètres carrés, on n'a pas de machines chez nous, elles sont opérées par 3 centres de calcul nationaux qui sont ceux de nos associés, en fait, donc celui du CINES, celui de l'université qui s'appelle le CINES à Montpellier, celui du CNRS qui s'appelle l'IDRIS, on en parlera un peu plus, qui est sur le plateau d'Orsay, et celui du CEA qui s'appelle le TGCC aussi sur le plateau de Saclay. Donc nos puissances de calcul actuellement, bon, elle est de 50 pétaflops, alors c'est un peu abstrait, mais sachez que, en gros, pour rester dans la course au niveau européen, on double à peu près tous les ans notre puissance de calcul. Donc un point important, donc on va dire la très grande, voire quasiment la majorité, voire l'exclusivité de moyens de calcul sont disponibles gratuitement pour les chercheurs, donc qu'ils soient académiques ou industriels. Et ça passe par le biais d'appel à projets que je vous présenterai après. Donc, ces moyens de calcul sont ouverts pour les chercheurs académiques et industriels. Ça représente à peu près 2 milliards d'heures en 2020, un peu plus en 2021 qui est prévu. Et donc, on a alloué en 2020 donc, des moyens à plus de 1000 projets donc, dans tous les domaines que je vous ai présentés précédemment. Et la nouveauté pour nous, c'est qu'en 2020, c'est la première fois qu'on a alloué des projets en IA. Et donc, on a 350 nouveaux projets sur ces 1000 qui viennent du monde de l'IA. Et un point important aussi, c'est que dans ces 1000 projets, il y en a à peu près 10% qui viennent avec un soutien industriel. Donc, soit des industriels qui viennent en direct, soit le plus souvent qui viennent par le biais de thèses chiffres avec les académiques. Donc, ce qu'on a fait aussi, c'est que depuis qu'on a été créé en 2007, en fait, on a essayé de structurer aussi l'écosystème des moyens de calcul en France. Et donc, on a mis en place cette espèce de cette structuration pyramidale dans lequel nous, on est au milieu, on est au niveau national, et je vous en parlerai un peu plus, mais on s'appuie sur un niveau qui est tout aussi important que le niveau régional, en fait, donc dans les régions. Et tout à l'heure, Violaine s'est présentée, elle représente GRICAD à Grenoble, mais qui est un de nos partenaires. Quand on démarre effectivement la première fois l'accès à la simulation, au moyen de calcul et au grand moyen de stockage, on va taper d'abord à la porte d'un centre de calcul régional avec la proximité pour commencer à échanger, itérer. Et au fur et à mesure que les besoins grandissent, l'idée c'est de passer au niveau national. Et après, quand nos moyens de calcul ne suffisent pas, parce que ça arrive aussi, on peut passer à un niveau
européen, puisqu'on fait partie d'une espèce de super GNC qui s'appelle PRACE. Juste rapidement, si vous travaillez avec des startups ou des PME et qui ont envie effectivement de se mettre à ces outils, à ces techniques, on a aussi un programme un peu sur mesure pour elles, qui est porté notamment par nos partenaires régionaux et donc qui s'appelle SIMCO. Donc, voilà, je ne vais pas passer beaucoup de temps, mais si vous avez effectivement dans votre entourage, des startups, des PME qui se posent la question d'utiliser de ces outils-là, de se faire aider, de comprendre qu'est-ce que ça peut leur apporter, on a ce programme-là qui tourne depuis 2015. Donc voilà, donc je vais revenir aux machines de calcul plus concrètement. Donc vous voyez, donc ces machines de calcul, elles sont, 2 au sud de Paris, 1 au sud de la France. Entre les machines, on a un réseau haut débit qui est en train de passer à 100 gigabits. C'est important d'avoir effectivement des gros débits pour transférer les données. Et ce qu'on a, c'est qu'on a des moyens de calcul qui sont complémentaires. Donc on a, pour adresser les besoins de ces 1000 projets qui sont assez hétérogènes, il n'y a pas encore de machine magique qui peut tout tourner de par ses caractéristiques. Donc, on a des caractéristiques un petit peu différentes pour chaque centre de calcul. Donc, notre budget annuel, il est de 39 millions d'euros et on va dire que quasiment tout passe dans les machines et dans leur maintenance. Je ne vais pas forcément alors détailler toutes les machines, parce que je vous laisserai les slides évidemment. Je vais plutôt essayer de me focaliser plutôt sur la machine qui est relative à l'IA, qui est un peu spécifique pour l'IA. Donc, ici, donc, au CINES, on a une machine très généraliste avec des processeurs Intel, voilà. Au CEA, on a une machine qui est notre composante à l'infrastructure européenne PRACE, donc elle a une composante à la fois nationale et à la fois européenne. Et je vais donc venir directement, comme je vous ai dit, à la partie IA. Donc en fait, l'IA pour nous, ça fait depuis à peu près 2 ans qu'on s'intéresse de plus particulièrement à l'IA. Pourquoi? Depuis l'annonce effectivement par le président de la République de la stratégie française qui s'appelle AI for Humanity. Donc c'était en mars 2018. Et donc assez rapidement, le ministère de la Recherche est revenu vers nous en nous disant il faut que vous implémentiez une des recommandations de ce rapport, qui était d'apporter de la puissance souveraine pour la recherche française en IA. Le constat étant que, comme vous le savez, il y a beaucoup d'offres qui sont proposées par les GAFA, et donc il y a une partie de la recherche française qui allait vers ces moyens-là. Et donc l'idée était d'amener, ou d'essayer d'amener en tout cas, une puissance souveraine alternative à ces offres-là. Donc en discutant avec les chercheurs en IA, il se trouvait qu'on était nous en plein remplacement des moyens de calcul au CNRS, à l'IDRIS. Et donc en discutant avec ces chercheurs en IA, on s'est rendu compte qu'en fait on pouvait adresser les deux besoins dans une même machine. Donc c'est le concept de ce qu'on appelle un supercalculateur convergé. Voilà, il fait les deux à la fois, HPC et IA. Et donc dans une même machine. Et donc ça a donné lieu à cette machine qui s'appelle Janzé, qui est donc hébergée à l'IDRIS, sur le plateau de Saclay. Et donc sa caractéristique, c'est qu'elle a donc de façon un peu traditionnelle beaucoup de processeurs, comme chez nous, hein, donc il y a 60 000 cœurs de calcul, mais elle a ce qu'on appelle des partitions convergées, donc des partitions qui vont intéresser à la fois les gens qui font du HPC et des gens qui font de l'IA. Alors c'est vrai que par rapport à la présentation de ce matin, oui, notre machine, elle se positionne surtout sur la partie deep learning, apprentissage de réseaux neuronaux, qui ont effectivement des besoins de calcul assez importants et qui ont besoin de caractéristiques matérielles, de GPU, d'accélérateurs de calcul qui sont très efficaces pour ce type d'opération. Et donc voilà, donc cette machine, elle dispose pour les chercheurs qui veulent l'utiliser de 2700 GPU qui sont rassemblés dans 2 types de nœuds de calcul, des nœuds avec 4 GPU et des nœuds avec 8 GPU. Et donc ça, c'est effectivement un point qui est très important pour leur permettre de passer à l'échelle, d'accélérer les phases d'apprentissage de leurs réseaux neuronaux. Évidemment, les chercheurs qui sont intéressés pour faire aussi de l'inférence ou pour faire du machine learning traditionnel peuvent aussi avoir accès donc soit aux GPU, soit aux partitions de calcul qui sont sur les CPU aussi. Ce qui est important sur cette machine, c'est qu'il n'y a pas que l'aspect calcul, il y a aussi l'aspect stockage. Donc, on a essayé aussi de faire un effort un peu particulier sur le stockage, avec vraiment un stockage à plusieurs niveaux, mais surtout à très haut débit, puisque en fait, le premier niveau de stockage, qui comporte 2 pétas et demi, en fait, il est basé sur les mêmes technologies que vous retrouvez dans votre ordinateur portable, donc les mémoires flash très rapides. Vous n'avez plus de disques durs qui font du bruit, vous avez des mémoires. Sauf qu'ici, au lieu d'avoir quelques terras, vous avez 2 pétas et demi de stockage qui débite à un débit assez important, un demi-téraoctet par seconde. Donc ça permet effectivement aux chercheurs qui vont avoir besoin de brasser beaucoup de données, de la donnée qui soit lue de façon régulière ou de façon un peu aléatoire, d'avoir vraiment une grosse performance pour traiter de la donnée.
Et après derrière, comme ces 35 ces 2 pétas et demi ne suffisent pas, on a un deuxième niveau, assez rapide aussi évidemment, qui est qui offre une capacité de 35 pétas. Et après pour les chercheurs, le temps que leur projet se termine, les données peuvent être mises sur des bandes magnétiques et là une capacité de 100 pétas. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que cette machine Jean Z, elle est vraiment là pour traiter de la donnée qui est issue de simulation numérique, mais aussi de la donnée qui est issue, voilà, d'acquisition, d'IoT, de traitement de capteurs et donc, de pouvoir intégrer tout ça dans une même machine et le traiter par des moyens de calcul. Donc, cette machine, elle intègre aussi, donc, je vous en parlerai un peu après, tous les environnements IA qui sont disponibles sur le marché. Donc, voilà, ça fait 30 ans qu'on fait du HPC, ça fait, on va dire 18 mois ou 24 mois qu'on fait de l'IA, donc on est très humble dans ce domaine, donc on apprend en marchant. Et c'est important ici pour nous d'avoir les retours des communautés sur leurs besoins. Et au fur et à mesure, on affine l'offre, mais déjà, vous allez pouvoir retrouver assez facilement toutes les technologies de framework en IA qui sont disponibles, le support des containers, le support des notebooks Jupyter et pas mal d'outils qu'on essaie au fur et à mesure d'installer sur cette machine. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'habituellement, pour les gens qui font de la simulation numérique et du calcul, essentiellement, les accès se font par des appels à projets biannuels. Et ça, c'était quelque chose qui n'était pas forcément facile pour la communauté en IA. Et donc, on y met en place ce qu'on appelle l'accès dynamique. L'accès dynamique, c'est un accès qui est ouvert tout le temps et qui vous permet assez rapidement, en quelques jours, d'avoir accès à la machine et de pouvoir consommer entre 10 et 20 000 heures GPU. Après, si vous avez besoin de plus, l'idée, c'est qu'une fois que vous avez mis le pied dans la machine, dans les mécanismes, vous puissiez rentrer dans les appels à projets biannuels et à partir de là, accéder à des ressources de calcul plus importantes. Mais déjà, entre 10 et 20 000 heures GPU, ça permet déjà de faire pas mal de choses, en fait. Donc là, c'est un petit transparent qui montre un petit peu déjà, au bout d'1 an d'exploitation, on l'a fait en octobre 2020, donc ça montre un petit peu, voilà, les 350 projets, donc c'est un peu la barre orange. Donc vous voyez, en fait, on a autant de projets IA que de projets de simulation d'HPC en 1 an. Et donc ces projets, en fait, bon, je vais pas étonner les spécialistes, mais le plus gros domaine d'utilisation, en fait, de l'IA sur cette machine, c'est le computer vision. Donc on a beaucoup de projets en vision, mais on a aussi maintenant de plus en plus de projets qui progressent aussi sur la partie NLP, traitement des langages et traitement de texte. Après ici, sur cette partie-là, bon, il y a sûrement du NLP, de la vision qui sont un peu noyés dans la robotique et le médical et la partie apprentissage par renforcement qui est aussi, un domaine qui est en train de prendre aussi beaucoup d'essor, voilà, qui est en train aussi de voilà, qui peut effectivement intégrer soit de la vision, soit du NLP. Je pense qu'effectivement dans l'aspect sport, vous serez, quoi, les gens qui font de l'IA vont être sûrement sensibilisés sur les aspects, computer vision, notamment pour l'apprentissage du geste, l'analyse de vidéos, et donc ça, c'est des choses qui se font déjà sur notre machine. Cette machine, même s'il a 2700 GPU, c'est une machine qui est très accessible puisqu'en gros, vous avez ici l'usage moyen, il est entre 4 et 48 GPU, donc c'est assez facile quand vous avez un compte sur Jean Z de pouvoir accéder à un nœud de calcul. Un nœud de calcul, c'est 4 GPU ou 4 ou 8 GPU. Et de pouvoir après, au fur et à mesure de vos besoins, passer sur plusieurs nœuds de calcul et avoir accéléré fortement la phase d'apprentissage de vos modèles. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, donc les frameworks les plus utilisés, bon là, je ne vais pas étonner les spécialistes, mais c'est essentiellement PyTorch et TensorFlow, un petit peu de Café, qui est un peu sur le reculoir. Et après, dans cette partie, on a d'autres frameworks, notamment scikit-learn, qui est utilisé plutôt sur la partie scalaire, puisque pour le moment, en fait, scikit-learn n'est pas forcément encore 100% compatible avec des GPU. Sur cet exemple, je vous ai mis un petit exemple. Alors, c'est du traitement des langages, mais c'est pour vous montrer une collaboration qu'on a eue l'an dernier, en fait, avec une équipe du LIG, du LAMSAD et du LLF, en fait, sur du traitement du langage. Donc, l'idée, c'est de prendre un modèle déjà entraîné et par technique de transfert, donc c'est un modèle entraîné à la reconnaissance de la langue anglaise, et donc par transfer learning, d'utiliser sur la base d'un corpus, donc là, qui fait 137 millions de paramètres en français, de lui faire apprendre effectivement le langage français, des éléments syntaxiques et grammaticaux. Et donc cette équipe a démarré donc au début sur 128 GPU de Jean Z, et donc assez rapidement, elle est montée en gamme, et donc maintenant elle utilise au-delà de même plus de 800 GPU. Et elle se place maintenant assez rapidement donc à l'état de l'art au niveau des modèles français. Vous voyez, là, je vous mets un pointeur par rapport à une équipe INRIA qui s'appelle Camembert, qui a à peu près les mêmes résultats. Vous avez le comparatif ici. Ils sont même, Flaubert est même supérieur, sauf que Camembert a utilisé 2 fois plus de données que
que le projet Flaubert. Donc voilà, c'est un petit exemple de retour. Bon, il y en a d'autres, mais d'équipes voilà, qui sont passées sur la machine et qui ont pu faire grossir leur modèle de par la taille de la machine. Donc pour utiliser nos moyens, on a donc des appels à projets. Donc ces appels à projets, pour la communauté IA, je vous ai parlé de l'accès dynamique. Pour les gens qui veulent faire de la simulation numérique et du calcul, on peut aussi se mettre à la machine par des appels à projets permanents qu'on appelle aussi des accès préparatoires. Et après, une fois que vous êtes sur la machine, vous avez bien calibré et compris comment elle fonctionne, vous pouvez effectivement accéder à des demandes beaucoup plus grosses qui sont nos appels à projets 2 fois par an. Donc, ces appels à projets sont ouverts à toute la communauté, donc académique, industrielle, pour de la recherche ouverte. Donc, l'idée, c'est de publier des résultats dans des journaux, des revues ou des conférences, après la période d'allocation qui dure 1 an. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a 3 centres de calcul, mais on a un process unique, je vous en parle un peu après, qui s'appelle le DARI, qui vous permet assez facilement, de façon dématérialisée, d'aller créer un compte et de demander des heures de calcul. Donc l'accès il est gratuit, donc que ce soit pour la partie calcul, la partie stockage, et quelque chose qui est tout aussi important, je vous ai parlé beaucoup de matériel logiciel, il faut parler aussi des hommes et des femmes dans les centres, et qui est un différenciateur majeur, on trouve par rapport à ce qu'on trouve chez les GAFA. C'est que dans nos centres, on a à peu près en moyenne une vingtaine de personnes qui sont dans les équipes de support et qui vont vous accueillir sur la machine, vous aider à transférer vos données, vos applicatifs, les installer, vous aider à lancer des calculs et vous dépanner, voire vous aider à optimiser et vous former. Et ça fait partie aussi de l'offre. Donc juste rapidement, attendez, j'ai un truc qui, voilà, une animation. Donc dans notre DARI, si vous allez sur notre portail, donc le DARI, vous allez tomber sur ce site web, sur cette page-là. Donc c'est assez simple, vous allez sur Mon Espace, où vous créez un compte, et à partir de là, vous aurez accès aux appels à projets qui sont disponibles. Et donc en quelques clics, vous pouvez remplir un formulaire et pouvoir accéder à nos moyens de calcul. Donc maintenant, si je refocus un petit peu sur la partie sport et HPCIA, je vous ai mis ici sur ce chart des exemples, pas forcément qu'en France, et même surtout à l'étranger, de domaines qui ont déjà utilisé la simulation numérique et l'IA pour optimiser la performance sportive. Donc ça passe par le golf, ça peut passer par l'équipe anglaise de cyclisme, hein, qui, lors des Jeux olympiques de Londres, avait fortement augmenté le taux de médailles par l'utilisation de ces technologies-là, et ça a été beaucoup de témoignages, par des simulations qui ont été faites l'an dernier. C'est un projet qui s'appelle The Peloton Project pour le Tour de France. Donc là, c'est essayer de voir effectivement les effets de traîne et de sillage dans un peloton et comment on doit se placer pour effectivement optimiser au mieux l'effort. Il y a de la natation, donc de l'aviron, de la voile. Ça, c'est une image que j'ai prise il n'y a pas très longtemps d'un projet de tennis qui s'appelle Best Tennis, qui a démarré il n'y a pas très longtemps. Donc là, l'idée, c'est de prendre des capteurs sur le joueur de tennis et d'analyser le geste et d'optimiser le geste. Il y a aussi là, je crois que c'est un casque, c'est pour de la boxe. Et ici, vous avez des simulations. Tout à l'heure, on parlait de capteurs dans les joueurs de football, mais c'est vrai qu'effectivement, les joueurs de rugby ont tous des capteurs pour mesurer les impacts, en plus des distances parcourues, des efforts, il y a surtout des mesures d'impact pour voir effectivement. Et donc là, vous avez des modélisations de mécanique de structure pour mesurer les impacts sur la colonne vertébrale. Donc voilà, ce sont des exemples effectivement assez intéressants d'utilisation de ces technologies-là pour l'amélioration de la performance sportive. Nous, de notre côté, on a aussi donc l'an dernier un projet qui a démarré avec l'équipe de Paris Scientifique de l'École centrale de Nantes, avec la Fédération française d'aviron. Donc là, l'idée, c'est de faire une modélisation en fluide structure multiphysique d'un rameur, donc d'intégrer à la fois le rameur, le bateau, les effets hydrodynamiques avec quand les rames rentrent dans l'eau et avancent. Et donc, c'est intéressant parce que je vous en parlais tout à l'heure, c'est à la fois un projet qui allie l'utilisation des moyens de calcul régionaux, donc à l'École centrale de Nantes, mais après aussi des moyens nationaux. Et donc, c'est une allocation qui fait 200 000 heures, qui s'est terminée. Donc, avec la crise sanitaire, a pris un peu de retard, mais qui est en train de se terminer. Mais ça vous illustre un petit peu voilà, les types de projets qu'on arrive à faire sur nos moyens de calcul. Voilà, et donc en conclusion, voilà, on est vraiment très intéressé à développer notre offre avec la communauté du sport. Et je remercie une nouvelle fois Vincent pour son invitation. Avec tous les membres du GDR, on a pris des contacts aussi avec Paris Scientifique, avec Sens 2024. Ce qu'on vous propose, c'est d'accéder à nos supercalculateurs, à la fois pour de la simulation numérique, du traitement de big data, et donc l'usage de l'intelligence artificielle, dans le cas de cette machine Janzé.
on vous propose aussi de nous accompagner. Donc, dans les équipes des centres, on a des gens qui sont très intéressés. En plus, c'est des choses qui les changent un petit peu de leur domaine habituel d'utilisation. Et donc, ils sont très intéressés à développer cette relation avec vous. Et l'idée, c'est effectivement de vous aider à accélérer votre recherche et dans une perspective de Jeux Olympiques 2024, d'essayer, pourquoi pas, de contribuer collectivement à l'obtention de plus de médailles aux Jeux Olympiques en 2024. Voilà, je vous ai mis mes coordonnées à la fin. Il y a une petite coquille sur mon nom, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais c'est Rekena. Mais en tout cas, voilà, je suis à votre disposition pour poursuivre maintenant ou plus tard des discussions et vous amener, si besoin, sur le moyen de calcul. Voilà, je vous remercie. S'il y a des questions, je suis à vos dispositions. Pardon, oui, je disais merci Stéphane. J'avais moi-même fait une coquille sur un certain nombre de documents concernant ton nom, mais ce n'est pas au même endroit. Alors, moi, je ne sais même pas écrire le mien, tu vois. Donc, je me suis rassuré par le fait que tu l'aies fait toi aussi. Voilà, c'est Rekena. Voilà, je fatigue en ce moment. Voilà, je te remercie. Donc voilà, écoutez, je ne sais pas est-ce qu'il y a des questions. L'enjeu, c'était justement un petit peu d'informer la communauté sur le fait qu'il y a des moyens de calcul qui existent à tous les niveaux. Je voudrais juste insister sur le fait que ces moyens de calcul, ils existent évidemment dans le domaine pour le domaine de la performance, mais ils peuvent être tout à fait aussi utilisés dans d'autres domaines. Bon, tu as fait allusion au domaine de la santé, mais typiquement la question de la prévention des blessures ou de tout ce qui est dans le domaine de la rééducation, etc. Il peut évidemment y avoir des applications tout à fait de même nature, et ce n'est pas simplement le sport de haute performance qui peut être concerné par cela. Alors, je sais pas, ça c'était juste un petit commentaire. Est-ce qu'il y a des questions? Je suppose que, évidemment, oui, Camille? Oui, bonjour, merci beaucoup pour la présentation. On ne t'entend pas très bien là. Tu peux... Alors, attendez. Il faut peut-être que tu t'approches de ton micro. C'est mieux là ou pas? Voilà, c'est très bien, parfait. Ok, super. Ouais, donc merci beaucoup pour la présentation et puis pour toutes ces informations. Ma question elle porte sur les aspects de stockage. Oui. J'ai entendu que tu avais dit que pour les calculs, c'était sur une période d'1 an qu'on avait accès à des supercalculateurs. Pour le stockage, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'on peut envisager du stockage de grandes bases de données sur plus longtemps et quelles sont les conditions? Oui, alors on a effectivement, donc l'idée déjà c'est que bon, les projets durent 1 an, après il y a un certain temps pour récupérer les données, donc on n'est pas obligé au bout d'1 an, ça ne s'arrête pas et voilà. Donc on a un certain temps pour récupérer les données. Les projets peuvent être aussi renouvelés, donc on a des équipes qui calculent chez nous depuis déjà plusieurs années, donc les données sont stockées évidemment dans le centre. Et on est en train de mettre en place, donc je ne l'ai pas mis là, mais on est en train de mettre en place aussi un accès traitement qui va être vraiment axé autour du stockage et de l'analyse de gros volumes de données. Et donc ça sera dans les mêmes conditions. Donc voilà, donc c'est prévu et c'est en cours, effectivement. Ok, parce que voilà, ma question est portée par rapport à la politique de sciences ouvertes qui est en train de se développer au CNRS et ailleurs. C'est vrai que moi, je cherche des espaces où on peut stocker et partager des données sur du long terme. Et donc, voilà, je ne sais pas si du coup, c'est adapté, cette structure-là, mais... Alors, nous, l'idée, c'est que c'est adapté du moment que derrière, c'est lié à de la simulation numérique, à du calcul. Oui. On n'est pas effectivement un centre de stockage généraliste qui est décorrélé de la partie supercalculateur. Mais par contre, c'est vrai que pour ces projets qui en ont besoin, on a par exemple des bases de données, de grosses bases de données résultats en simulation du climat. On a 14 pétadonnées, par exemple, qui sont mis à disposition des chercheurs un peu partout dans le monde. Mais ça a effectivement donné lieu en avance de phase à des calculs. Et donc là, effectivement, les données sont tellement grosses que les chercheurs ne peuvent pas les ramener chez eux. Donc du coup, c'est nous qui les hébergeons. C'est pareil en cosmologie. Et donc, ça pourrait être aussi le cas pour des projets de modélisation dans le domaine du sport, où évidemment, derrière, on pourrait effectivement stocker les données. Ok, c'est super. Mais c'est en train de se mettre en place et voilà, on met en place des DMP aussi, donc on est en train de travailler là-dessus aussi avec l'INIST du CNRS. On a toute cette démarche-là qui se met en place. Ouais.